Nous en sommes maintenant à la période de questions et de réponses orales. Et pour ce faire, je cède la parole en question principale au chef de l'opposition officielle. Merci beaucoup, Madame la Présidente. La semaine dernière, le premier ministre a fait une première visite à Washington depuis 5 ans. Alors, vous comprendrez qu'il n'était pas trop tôt. Le constat de son voyage à Washington, malheureusement, c'est un échec. Il a été contre-productif quant aux intérêts du Québec. Mercredi passé, le premier ministre a dit, et je le cite, à Washington, « On est prêt à beaucoup de compromis dans l'aéronautique, dans la forêt, peut-être dans la sécurité à long terme sur l'aluminium. » Fin de la citation. Allez donner sa liste de concessions, Madame la Présidente, en début d'échange, c'est jamais une bonne idée. Le premier ministre a même dit être pressé de renégocier l'accord de libre-échange. Il a dit, plus vite on fait cette négo, plus vite on se débarrasse de l'incertitude. Vous voyez là un trait du gouvernement caquiste et du premier ministre. Plus vite on fait, plus vite on se débarrasse. Mais à quel prix, Madame la Présidente? Le premier ministre veut imposer, il l'a suggéré la semaine passée, une contre-taxe de 25 % sur l'aluminium qui est exporté pour forcer les entreprises, dit-il, à se diversifier. Or, il n'en avait pas parlé à l'Association de l'aluminium du Canada, qui, eux, disent on n'a pas besoin de ça pour se diversifier, puis faites attention aux milliers d'emplois ici au Québec. Même sa ministre responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean, elle dit, avant d'aller de l'avant avec une telle contre-taxe, tout de suite, il faut bien réfléchir. Même sa ministre dit que c'est mal ficelé, il faut bien réfléchir. Pourquoi le premier ministre a parlé sans réfléchir la semaine passée? La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, il y a des bons sujets, puis je suis content d'avoir l'occasion d'expliquer nos positions. Contrairement à ce que dit M. Trump, les États-Unis sont dépendants du Québec et du Canada pour plusieurs produits, puis le plus important, c'est l'aluminium. Les États-Unis produisent seulement 14 % de leurs besoins en aluminium, puis 60 % de leurs besoins sont comblés par le Québec. On pourrait parler aussi du bois, de la forêt. M. Trump ne peut pas faire pousser les arbres plus vite aux États-Unis. On pourrait parler aussi de tous les minéraux critiques, stratégiques qui se retrouvent au Québec, puis pour lesquels les États-Unis ont besoin de ces minéraux, entre autres pour la défense. Donc, c'est quand même pas pour rien. Donc, Madame la Présidente, ce que j'ai dit, c'est que je trouve normal que M. Trump et l'administration aux États-Unis soient inquiets, par exemple, dans ces 3 produits-là, de leur approvisionnement à long terme. Est-ce que le Québec pourrait faire des concessions, des compromis pour signer un approvisionnement à long terme à des bons prix payants pour le Québec? C'est le genre de choses qu'on pourrait négocier. Maintenant, Madame la Présidente, M. Trump propose de mettre des tarifs sur l'aluminium alors qu'il a besoin d'aluminium. Donc, on ne doit pas exclure de dire on va mettre une taxe à l'exportation sur l'aluminium pour lui faire payer le prix de sa mauvaise décision concernant l'aluminium. Madame la Présidente, c'est certain que les compagnies d'aluminium préfèrent garder tous les marchés ouverts. Tout le monde comprend ça. Comme tout bon entrepreneur, les compagnies d'aluminium ne veulent pas payer une surtaxe de 25 % à l'exportation en leur disant « vous avez besoin de ça, vous ne savez pas comment ça marche, vous avez besoin de ça pour vous diversifier ». Quand elles-mêmes disent « on n'a pas besoin de ça pour se diversifier ». Jean Simard a été très clair sur une radio la semaine passée en disant « on va être capable d'aller ailleurs s'il faut y aller ailleurs, pas besoin de cette surtaxe-là ». A-t-il parlé récemment, Jean Simard, de l'industrie? Et avec ses compromis et sa contre-taxe, où est-ce qu'il s'en va avec la stratégie ouverte? Réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, j'ai parlé plusieurs fois à Jean Simard, puis il sait très bien ma position. Prenez un exemple très concret. L'aluminium pour le F-150 de Ford est fait au Québec. C'est un aluminium spécial qu'ils ne peuvent pas prendre ailleurs. Donc, les États-Unis seraient très mal pris, et Ford, et GM, et Chrysler, s'il y avait une taxe à l'exportation, s'ils étaient obligés de s'approvisionner ailleurs dans le monde où il n'y a aucune surcapacité. Donc, Madame la Présidente, je pense que Jean Simard comprend très bien ma position et je comprends très bien la position de Jean Simard. Deuxième complémentaire. Oui, puis Jean Simard, il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord, il dit que ce n'est pas la bonne affaire.
sa ministre responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean, par exemple, excusez du peu, elle non plus n'a pas de l'air d'être d'accord quand il dit un tarif, un contre-tarif de 25 % sur les exportations, 30 millions d'emplois. Elle l'a dit publiquement la semaine passée, avant d'aller de l'avant avec une contre-taxe, il faut bien réfléchir. Le premier ministre, visiblement, n'a pas tenu compte de l'opinion de Jean Simard et de sa ministre. Va-t-il réfléchir avant de parler? La réponse du premier ministre. Madame la Présidente, quand on regarde la situation mondiale de l'aluminium, la capacité de production est égale aux besoins. Donc, si les États-Unis décidaient qu'ils ne veulent plus prendre 60 % de leur aluminium au Québec, ils seraient obligés de l'acheter ailleurs, puis ça donnerait un espace pour que nous, on exporte ailleurs. C'est exactement ce qui est arrivé en 2017. C'est pour ça que Jean Simard, tous les gens dans l'aluminium ne sont pas inquiets sur les pertes d'emplois. L'aluminium, il n'y a pas de surcapacité, mais il ne faut pas céder au chantage de Trump qui dit « je vais mettre une taxe de 25 % pour tout le monde ». Troisième complémentaire. Madame la présidente, le premier ministre est dur à suivre. Il dit « je vais mettre une contre-taxe pour contrer Trump, mais aussi je vais faire des compromis. Je n'ai pas parlé à l'Association canadienne de l'aluminium. Ils ont besoin de moi pour savoir quoi faire et comment gérer leur stock. Inquiétez-vous pas, ils savent comment gérer leur stock. Il y a des milliers d'emplois dans toutes les régions, dont au Saguenay-Lac-Saint-Jean, 30 000 en jeu. Puis le premier ministre joue à l'apprenti sorcier. Quand va-t-il donner suite à ce qu'il disait? Il voulait nommer prochainement un émissaire spécial de haut niveau. Va-t-il le nommer finalement? Réponse du premier ministre. Bon, Madame la Présidente, je comprends que c'est assez complexe. Si M. Trump met une taxe à l'importation sur l'aluminium, ce sont les États-Unis qui vont ramasser le 25 %. Si le Canada met une taxe à l'exportation sur l'aluminium, c'est nous qui allons ramasser le 25 %. Maintenant, que va faire M. Trump avec son 25 %? Va-t-il aller aider GM, Ford, Chrysler, qui sont très inquiets actuellement de voir le prix de l'aluminium qui augmenterait de 25 %? Madame la Présidente, ce n'est pas un jeu pour les enfants, c'est un jeu qui est compliqué, puis on est en bonne position avec l'aluminium. Chut. Je suis debout. Pas de commentaire après les réponses. Une seule personne a droit de parole et je reconnais maintenant pour ce faire le député de Marguerite-Bourgeois. Le premier ministre tient à renégocier prématurément l'accord US-Mexico-Canada. Il a dit à qui veut bien l'entendre, vite, ça presse. On ne sait pas ce que Trump veut, mais le premier ministre spécule sur la place publique et offre à rabais notre aéronautique, nos forêts, notre aluminium avec rien en retour. Un autre moment d'anthologie de la part du premier ministre, c'est sa proposition de taxer notre aluminium vendu aux Américains, en plus des tarifs de Trump, pour exporter ailleurs qu'aux États-Unis. On va jouer dur, disait le premier ministre, avant de se faire dire par l'Association d'aluminium que c'est une mauvaise idée, qu'on doit réfléchir et que pour trouver des nouveaux marchés, la dernière chose que l'industrie a besoin, c'est de se faire taxer par son propre gouvernement. Même sa ministre responsable du Saguenay est d'accord avec nous. Madame la Présidente, est-ce que le premier ministre ou une de ses ministres peut nous confirmer si la CAQ va taxer l'industrie de l'aluminium, oui ou non? La réponse du premier ministre. Madame la Présidente, il y a deux stratégies qui sont possibles. Actuellement, M. Trump ne respecte pas l'entente Canada-États-Unis-Mexique. Donc, évidemment, ça veut dire qu'il faut renégocier cette entente-là. On peut essayer de négocier une entente globale ou, comme le proposent les oppositions, à chaque mois, commencer une nouvelle proposition, une nouvelle négociation. Ce mois-ci, c'est l'aluminium. Le mois prochain, ça va être le bois. Dans 2-3 mois, ça va être les minéraux critiques. Nous, on pense que c'est mieux de commencer une négociation globale pour savoir où on s'en va une fois pour toutes avec les États-Unis, plutôt que de faire ça à la pièce, comme le proposent le Parti libéral et le Parti québécois. Première complémentaire. Je comprends que le premier ministre veut jouer dur. Moi, je veux qu'il joue intelligemment. Jouer intelligemment, c'est faire de la mobilisation avec la Chambre de commerce américaine et les élus locaux pour leur faire comprendre qu'ils ont tout à perdre à fragiliser notre économie. Jouer intelligemment, ça veut aussi dire qu'on ne négocie pas à rabais nous-mêmes sur la place publique, qu'on comprend les conséquences de nos actes, qu'on parle aux gens affectés avant de réfléchir à voix haute. Est-ce que le premier ministre est prêt à jouer intelligemment? La réponse de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie.
Oui, Madame la Présidente, comme le rappelle le Premier ministre, c'est important de renégocier une entente dans sa globalité et de mettre de l'avant nos atouts. Et Dieu sait que les atouts qui sont de grand intérêt pour les Américains, on en a. On parle ici de l'aluminium notamment. On peut penser au bois d'œuvre également, qui est d'une grande importance pour l'économie américaine. Et je pense également aux minéraux critiques et stratégiques. On en a 28 de ces minéraux-là. Et actuellement, les États-Unis, ils dépendent essentiellement de la Chine pour l'importation de plusieurs de ces minéraux critiques et stratégiques. Alors, ce sont tous là des atouts qui, dans le cadre de négociations globales, pourront être mis de l'avant par le Québec, par le Canada, pour renégocier une entente qui va donner de la prévisibilité aux entreprises. Deuxième complémentaire. Est-ce que le premier ministre comprend que renégocier rapidement l'accord de Trump n'enlève pas l'incertitude? Trump va gagner à y aller plus vite. Il va revenir à la charge. Dire qu'on veut renégocier vite, c'est dire qu'on est en panique. Et Trump le sait. Ça nous met en position de faiblesse. Est-ce que la CAQ comprend que Trump gagne tout à aller vite? Aidons-nous en premier, pas Trump. Madame la Présidente, je repose ma question. Est-ce que le premier ministre est prêt à jouer intelligemment? La réponse de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. En tout cas, ce qui est clair, Madame la Présidente, c'est qu'advenant que les États-Unis, que l'administration américaine impose des tarifs aux exportations canadiennes, c'est que c'est les Américains qui vont se faire mal à eux-mêmes. Les Américains vont devoir payer plus cher en tant que consommateurs, en tant qu'entrepreneurs également, plus cher pour les intrants qui proviendront du Québec. Et ça va créer un phénomène de rehaussement des prix, d'inflation, qui vont dans l'exact opposé de ce que le président Trump souhaite. Alors, on peut rester confiant qu'advenant qu'il y ait ces tarifs qui soient imposés, que le mal sera fait essentiellement sur les Américains et que, par conséquent, on va avoir un meilleur rapport de négociation pour signer une entente globale qui va couvrir l'ensemble des secteurs. En question principale, je reconnais maintenant la députée de Bourassa-Sauvé. Madame la Présidente, la semaine dernière, le premier ministre s'est rendu à Washington pour aller compter des buts pour le Québec. À l'inverse, il a montré aux entreprises et à nos travailleurs québécois qui comptaient les défendre avec un filet désert. Je le répète, le premier ministre est allé dire aux Américains qu'il comptait faire des concessions, beaucoup de compromis dans l'aéronautique, dans la forêt et l'aluminium. Il a lui-même placé le Québec en position de faiblesse. C'est 3-0 pour Donald Trump. Pendant ce temps-là, le premier ministre oublie que le secteur de l'aéronautique, ça représente 41 700 emplois. Celui de la foresterie, 56 764 emplois. L'industrie de l'aluminium, 30 000 employés. Pour que ces secteurs demeurent compétitifs, pour qu'on puisse diversifier nos marchés, la priorité, c'est de préserver ces emplois. Madame la Présidente, est-ce que la ministre de l'Emploi, elle est d'accord avec la déclaration du premier ministre? C'est quoi son plan main-d'œuvre? Réponse de la ministre de l'Emploi. Madame la Présidente. Écoutez, je veux vous dire que le gouvernement va répondre présent pour les travailleurs et pour les entreprises. D'ailleurs, la semaine dernière, j'ai rassemblé tous les partenaires du marché du travail dans un forum extraordinaire pour faire le point sur la situation, mais aussi pour travailler ensemble sur des solutions. Et ça a été un franc succès, Madame la Présidente. On a un plan en 3 phases. On a eu la chance de l'expliquer à plusieurs reprises et je vais le refaire. D'abord, on veut s'assurer, dans un premier temps, de limiter au maximum les pertes d'emplois. Et avec ma collègue, la ministre de l'Économie, on travaille sur des mesures qui vont nous permettre de nous assurer que les entreprises soient capables de passer à travers, de résister au choc, en fait, si jamais des tarifs sont appliqués. Je pense aussi au fait, à la deuxième étape de notre plan, qui est celle de faire en sorte de diversifier nos débouchés. On y travaille aussi et on sera là aussi pour requalifier les travailleurs qui veulent et qui voudront le faire si jamais il y avait des pertes d'emploi, Madame la Présidente. Alors, c'est ça notre plan. On a toujours été en action puis on va continuer de l'être. Première complémentaire. Madame la Présidente, pour diversifier nos débouchés, les travailleurs doivent demeurer dans leur secteur. Justement, la ministre, elle a rencontré les acteurs d'emploi la semaine dernière. Je ne peux pas croire qu'ils lui ont dit que c'était correct pour eux qu'elle transfère 35 000 de leurs travailleurs vers le Labrador. 3 secteurs névralgiques ont été jetés sous l'autobus par le premier ministre. Les autres, là, ils se regardent et se demandent, ça va être qui le prochain secteur à risque? Est-ce que la ministre de l'Emploi, elle peut rassurer nos monteurs de ligne d'aéronefs, nos ingénieurs forestiers et leur dire c'est quoi son plan main-d'œuvre? La réponse de la ministre. Merci, Madame la Présidente. Je pense qu'on a été très clair.
Notre première priorité, c'est celle de nous assurer qu'il y ait le moins de pertes d'emplois possible, donc de soutenir les entreprises pour faire en sorte qu'elles puissent passer à travers ce contexte difficile-là. Dans la suite des choses, on va certainement les soutenir pour qu'elles puissent déboucher leur marché, ce qui permettrait aussi de pouvoir conserver nos emplois, évidemment. Et dans un troisième temps, si on doit faire face à des pertes d'emplois massives, bien, on sera là pour requalifier les travailleurs, Madame la Présidente. Il y en a qui vont aimer ça aller en construction. Il y en a d'autres qui vont être attirés par d'autres secteurs. On va être là pour les accompagner dans leur démarche. Merci. Madame la Présidente, la semaine dernière, les Québécois, ils souhaitaient voir un capitaine Québec d'abord. À la place, ils ont eu droit à un joueur qui tire dans son propre but. Les travailleurs des secteurs de l'aéronautique, le forestier et l'aluminium, ils sont inquiets. Puis les autres travailleurs, ceux parmi les 100 000 à travers le Québec qui risquent de perdre leur emploi, bien, ils se demandent c'est qui va les défendre. C'est pas vrai qu'ils pourront tous se reconvertir vers le domaine de la construction. Est-ce que la ministre de l'Emploi, elle a un plan pour les travailleurs dont les emplois sont fragilisés par la menace tarifaire? La réponse de la ministre. Merci, Madame la Présidente. J'ai eu la chance de parler de notre plan en 3 phases qui guide naturellement chacune des solutions qui est apportée par l'ensemble de mes collègues. Et on est aussi très présents sur le terrain. Tous nos collègues sont présents sur le terrain, visitent des entreprises. J'étais, moi, la semaine passée, chez Copter, une entreprise du domaine aussi aéronautique, Madame la Présidente, et on a pu échanger sur, effectivement, les réalités du secteur. Je peux vous assurer qu'on va être là pour soutenir les entreprises dans un premier temps, pour s'assurer qu'il y ait le moins de pertes d'emplois possible. C'est la mission qu'on s'est donnée. Et dans l'optique où on devrait requalifier des travailleurs, on va y aller avec nos priorités dans des secteurs d'avenir, Madame la Présidente. Merci. En question principale, je reconnais maintenant la députée de Jeanne-Mance-Vigée. Merci, Madame la Présidente. L'industrie forestière est inquiète. La menace tarifaire américaine de 40 % arrive rapidement et l'industrie forestière ne se sent pas écoutée ni soutenue par la CAQ. Le 11 février dernier, le premier ministre s'est rendu à Washington pour négocier sur la place publique et dire qu'il sacrifierait, entre autres, l'industrie forestière. Faire des compromis aux dépens de l'industrie, c'est abandonner des milliers de travailleurs. En Abitibi-Témiscamingue, l'industrie forestière primaire emploie 14 % des travailleurs de la région. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'industrie primaire et secondaire compose près de 25 % des emplois. Si un scierie ferme, c'est une papetière qui voit le coût de ses entrants augmenter. Si une papetière ferme, c'est toute la région qui est mise à risque. On met des milliers d'emplois à risque. L'industrie a besoin de prévisibilité. Pas un premier ministre qui se met à genoux devant le président américain et qui met en jeu notre industrie forestière qu'on a besoin. Madame la Présidente, pourquoi que la ministre de la Forêt a laissé le premier ministre abandonner les travailleurs forestiers? Ministre délégué à l'économie. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Et j'apprécie la question parce que ça nous permet de revenir sur certains faits, là, Madame la Présidente. Vous savez, le premier ministre a lancé un groupe de réflexion à l'intérieur de notre gouvernement avec tous les ministres concernés par les tarifs douaniers américains potentiels. On le répète, notre premier objectif, c'est d'essayer d'éviter ces tarifs-là. Et donc, on travaille fort pour communiquer les besoins que les Américains ont pour le secteur forestier. Ils savent qu'ils ont besoin de nous. En fait, une des premières choses qui est sortie après la première menace du président Trump, c'était un communiqué du National Home Builders Association qui venait dire justement que ce n'était pas une bonne idée de faire ces tarifs-là. Deuxièmement, le premier ministre, pendant son voyage à Washington, a rencontré le National Home Builders Association dans le but de multiplier les alliances qu'on pourrait avoir ensemble pour travailler à régler ce dossier. Mais ça ne date pas d'hier, Madame la Présidente, que les enjeux dans le secteur forestier. Il y a déjà des tarifs de 14,4 % qui affectent nos gens et on travaille beaucoup pour essayer de les accompagner à travers de ces moments imprévisibles. Très bien. Première complémentaire, et pour ce faire, je reconnais le chef de l'opposition officielle. On va essayer de suivre le premier ministre. Il dit que Trump ne respecte pas l'accord de libre-échange. On veut arrêter Trump qui nous menace de nous lancer des tarifs. Il va à Washington et le message, je suis prêt à faire des concessions. Beaucoup de compromis. L'aéronautique, voilà. L'aluminium, voilà. Forêt, voilà. Il est tout nu, Madame la Présidente, une fois qu'il a dit ça. Le premier ministre, plutôt que d'arriver dans une position de force, arrive d'une position de compromission, arrive sans aucune force, Madame la Présidente. On veut comprendre, c'est quoi son plan? La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, M. Trump dit « J'ai pas besoin du Québec et du Canada pour l'aluminium ». C'est faux.
Il dit « J'ai pas besoin du Canada, du Québec pour la forêt. » C'est faux. Il dit « J'ai pas besoin du Québec, du Canada en aéronautique. » Madame la présidente, pensez juste à Pratt & Whitney à Longueuil. Les moteurs d'avion traversent la frontière 4 fois. Est-ce que Pratt & Whitney, aux États-Unis, va payer 4 fois 25 de tarifs sur les moteurs d'avion? Ça ne tient pas debout. À un moment donné, il faut le dire, ça ne tient pas debout. Puis il faut, par contre, être ouvert à faire une entente à long terme pour être capable de les rassurer sur les approvisionnements à long terme. Deuxième complémentaire. Il veut faire une entente à long terme alors qu'il y a déjà en vigueur une entente à long terme. Il veut mener la discussion en mettant tout sur la table, tout est prêt à compromis, puis il pense que Donald Trump ne s'arrêtera pas là. Il pense que Donald Trump dit « OK, parfait, le premier ministre du Québec veut aller vite, je vais lui donner ce qu'il veut, parce qu'il m'en a déjà trop donné. » La stratégie du premier ministre, c'est de dire « On va tellement y en donner qu'il ne pourra plus nous en demander. » En forêt, là, c'est quoi les compromis qu'il y a derrière la tête? On peut-tu savoir, en forêt? La réponse du premier ministre. Madame la présidente, le chef de l'opposition officielle dit « L'entente Canada, États-Unis, Mexique est déjà en vigueur. » Allô? Allô? On a M. Trump qui dit « Je veux mettre des tarifs de 25 ». Est-ce que ça respecte l'entente? Pas du tout. Pas du tout. Donc, Madame la présidente, ce qu'on veut, c'est de renégocier l'entente. Ministre, une seule personne a le droit de parole. C'est de ce côté-ci qu'il y a trop de bruit. J'aimerais entendre le premier ministre et tout le monde. C'est bon pour tout le monde. On écoute le premier ministre des deux côtés. Madame la présidente, il n'est pas question de sacrifier un emploi. Il n'est pas question de faire quelques compromis à court terme que ce soit. Est-ce qu'on peut rassurer les États-Unis qu'on sera là à long terme pour le bois, pour l'aluminium, pour l'aéronautique? C'est ça que souhaitent les États-Unis, puis on est capable de le faire de façon payante pour le Québec. Chut. Pas de commentaires après les réponses. Maintenant, question principale. Une seule personne a le droit de parole ici. J'aimerais entendre la députée de Mercier. On vous écoute, madame. Merci, Madame la Présidente. Le premier ministre a toujours défendu bec et ongle l'école à 3 vitesses et le statu quo en éducation. Peut-être qu'il va changer d'avis en regardant le sondage CROP qui est sorti aujourd'hui dans le Journal de Montréal. 85 des Québécois veulent changer de modèle en éducation. 85 des Québécois veulent intégrer les écoles privées à un seul réseau scolaire commun, sans écrémage et sans ségrégation. Le premier ministre et le ministre de l'Éducation sont de plus en plus isolés dans l'équipe du statu quo en éducation. À peu près tout le reste du monde a compris qu'on ne peut pas continuer avec un système brisé qui met la majorité des enfants québécois sur la voie de service. Et ça tombe bien, nous, à Québec solidaire, on écoute la population. J'ai d'ailleurs l'intention, demain, de déposer un projet de loi pour ramener l'égalité des chances dans nos écoles. Pour amener une vraie mixité dans nos écoles, sans égard au portefeuille des parents, sans égard aux notes des élèves, sans égard à la religion. Est-ce que le premier ministre est à la même place que les Québécois et Québécoises ou est-ce qu'il veut continuer à défendre le statu quo en éducation? La réponse du premier ministre. Oui, Madame la présidente, j'ai été effectivement 3 ans ministre de l'Éducation. C'est le dossier qui me tient le plus à cœur. On a effectivement au Québec des écoles privées qui sont subventionnées à 60 %. Ça veut dire que les parents payent 40 % Si demain matin, on fermait toutes les écoles privées au Québec, on perdrait 40 % du financement de ces écoles-là, donc à un budget égal. On aurait moins de financement pour l'éducation. Il y a un deuxième groupe d'écoles qui s'appelle des écoles avec des programmes particuliers, que ce soit en art ou en sport. Ça aide beaucoup d'enfants à rester connectés à l'école. Par contre, malheureusement, il y a des enfants qui ont des graves difficultés d'apprentissage où on ne peut pas réduire le temps qui est accordé aux matières de base comme le français et les mathématiques pour le remplacer par le sport et les arts. Donc, il faut être prudent quand on dit qu'il faut donner des programmes particuliers à tout le monde. On le fait, on a donné un 300 $, on augmente le nombre d'écoles avec des programmes particuliers, mais soyons prudents avec les enfants qu'on appelle les EHDA, qui représentent 25 % des enfants. Première complémentaire.
Madame la Présidente, c'est pas Québec solidaire qui le dit, c'est le Conseil supérieur de l'éducation qui a été mis aux poubelles par ce gouvernement qui le dit. On a le système d'éducation le plus inégalitaire au Canada. On peut pas être fier de ça. Ça rend pas service ni aux élèves en difficulté, ni aux élèves qui sont maintenant au régulier. Et en plus, notre école sélectionne sur la base du portefeuille et du salaire des parents. Elle peut refuser un programme scolaire pour les enfants. On ne peut pas accepter un système d'éducation aussi inégalitaire et les Québécois non plus ne l'acceptent pas. Et je vous rappelle, Madame la députée, qu'un article de journal n'est pas un tableau didactique. Monsieur le Premier ministre. Oui. Madame la Présidente, Québec solidaire veut fermer toutes les écoles privées subventionnées au Québec. C'est le choix de Québec solidaire, c'est pas notre choix. Québec solidaire aussi veut forcer tous les enfants, même les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, à faire moins de français, moins de mathématiques pour remplacer ça par plus de sport et d'art. Dans certains cas, c'est pas une bonne idée, Madame la Présidente. Donc, c'est le choix de Québec solidaire, c'est pas notre choix. Deuxième complémentaire. J'invite le premier ministre à lire le projet de École ensemble pour avoir un réseau commun. Ils ont fait leurs calculs. Et ce que ça fait, c'est que ça permet de faire des économies. C'est pas vrai qu'on veut fermer toutes les écoles privées. Les écoles privées vont pouvoir exister, mais on va les subventionner à 100 % et elles ne pourront plus faire de sélection. Tous les enfants du Québec ont droit à une éducation, une bonne éducation, et on a besoin d'un système égalitaire. Je comprends pas que le premier ministre n'est pas d'accord, non pas avec Québec solidaire, mais avec la population. 85 % de la population Madame la députée, votre temps est écoulé. Je vous ai dit de ne pas montrer cet article qui n'est pas un tableau didactique. Vous avez bien compris? La réponse du premier ministre, on écoute. Bien, je m'excuse, Madame la Présidente, mais c'est pas exact ce que dit la chef de Québec solidaire. Si demain matin, on ne finance plus le 40 % des écoles privées, on va être obligé de les financer à 100 %. Donc, il va y avoir moins d'argent de disponible. C'est ça que ne comprend pas Québec solidaire. Donc, je ne sais pas, qu'elle continue à lire des études. En question principale. Chut. En question principale, je reconnais maintenant le député de Jean Lesage. On vous écoute. Merci, Madame la Présidente. Les étudiants et étudiantes du Québec, dans les cégeps et les universités, ils souffrent de la faim. 40 % d'entre eux vivent de l'insécurité alimentaire. 40 %, c'est 2 sur 5, Madame la Présidente. Ces chiffres-là, là, ils parlent d'une misère intolérable. La santé mentale et physique des étudiants est en péril, leur réussite académique aussi. Les loyers explosent, la facture d'épicerie explose. Et qu'est-ce que fait la CAQ? Elle leur enlève des bourses d'études. Elle enlève de l'argent à la communauté étudiante. La CAQ voudrait les confiner à la détresse. Elle ne ferait pas autre chose. 4 étudiants sur 10 souffrent de la faim. Est-ce que la ministre de l'Enseignement supérieur va maintenir ces coupures ou faire la seule chose qui s'impose, aider financièrement la communauté étudiante? La réponse de la ministre de l'Enseignement supérieur. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci pour cette question. J'ai pris connaissance, comme tout le monde ce matin, Madame la Présidente, du sondage qui a été publié par les associations étudiantes, que je salue d'ailleurs. Ils sont dans les tribunes. Monsieur Étienne Paré, qui est là de l'UEC, avec lequel on a passé du temps, mes collègues et moi, ce week-end pour le caucus de l'UEC. Il y a aussi les représentants de la FEC qui sont ici, Antoine Dervieux et Jacob Parisé. Alors, j'ai pris connaissance des faits saillants du sondage, mais je n'ai pas pris connaissance encore, je n'ai pas fait l'analyse approfondie du sondage. Ceci dit, je suis consciente que c'est un contexte qui est difficile pour les étudiants, pour bien des gens d'ailleurs, mais pour plusieurs étudiants aussi, parce qu'il y a la hausse du coût de la vie, parce qu'il y a la hausse du coût des loyers, parce qu'on a une inflation galopante depuis un beau bout de temps. Je suis consciente que la situation est difficile. Mais je refuse de dire qu'on reste les bras croisés, qu'on n'a rien fait. Je pense qu'on est le gouvernement qui avons investi le plus en enseignement supérieur depuis les dernières années. Et nous avons le programme le plus généreux partout au pays quand on parle d'aide financière aux études. C'est un programme qui est extrêmement généreux et c'est un programme qu'on a bonifié à la hauteur de plus d'1 milliard de dollars de plus depuis 2019. Entre 2019 et 2023... Première complémentaire. Madame la Présidente, je vais poser ma prochaine question au ministre des Finances. Quand le ministre des Finances voit l'étendue de l'insécurité alimentaire, 40 %, est-ce qu'il en tient compte dans ses indicateurs économiques? Est-ce que ça compte pour lui
quand il va décider si la CAQ continue d'enlever de l'argent à la communauté étudiante ou si elle va les aider financièrement. La réponse de la ministre de l'Enseignement supérieur. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Eh bien, je peux compter sur un collègue qui a à cœur l'enseignement supérieur aux finances. On est content de l'avoir avec nous. C'est quelqu'un qui est très sensible aux enjeux de la communauté étudiante et de la population étudiante. D'ailleurs, on est tous en demande prébudgétaire. Je pense qu'il a eu même l'occasion de rencontrer plusieurs partenaires et plusieurs acteurs, justement, du milieu de l'enseignement supérieur, Madame la Présidente. Alors, je le répète, on a investi énormément d'argent dans le programme Socle, le programme qui est vraiment la mission même de l'enseignement supérieur qui s'appelle l'aide financière aux études. On l'a bonifié avec une série de mesures depuis 2019. Une série de mesures, je pourrais vous les énumérer, mais entre 2019 et 2023, on a eu plus d'1 milliard d'investissements. C'est sans compter l'argent qui a été mis au cours de la dernière année en 2024. Alors, c'est vous dire que ça nous tient à cœur. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, ils me parlent de l'argent qu'ils ont mis, mais en ce moment, ce qu'ils font, c'est qu'ils coupent au moment où 40 de la communauté étudiante souffre d'insécurité alimentaire. Il y a 3 propositions dans la campagne de l'Union des étudiantes du Québec. Rémunérer les stagiaires, actualiser l'aide financière aux études, lutter contre l'insécurité alimentaire. Ils vont-tu pouvoir faire au moins une affaire là-dedans? Parce que sinon, là, on va pouvoir dire qu'ils abandonnent la jeunesse dans la détresse. La réponse de la ministre. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, je veux juste rappeler d'entrée de jeu que je comprends très bien les défis que vivent actuellement les étudiants. D'ailleurs, j'ai l'occasion de leur parler de tout ça régulièrement et on est très conscient que le contexte soit difficile. Ceci dit, on y a investi encore une fois énormément d'argent, que ce soit dans le soutien aux étudiants direct à travers l'AFE ou que ce soit à travers des plans d'action que nous avons mis, tant à la persévérance et la réussite que des plans d'action en santé mentale, parce que justement, en enseignement supérieur, je ne veux pas que ce soit un frein à l'accessibilité. Ceci dit, on a les droits de scolarité, encore une fois, les plus faibles en Amérique du Nord, et ces droits de scolarité ont été plafonnés à 3 %. Ça aussi, ça coûte beaucoup d'argent au gouvernement. Je vais continuer, Madame la Présidente, à soutenir les étudiants dans leur parcours. Question principale. Je reconnais maintenant le chef du 3e groupe d'opposition. Madame la Présidente, l'unique responsable de l'échec du dossier SACLIC, c'est le gouvernement de la CAQ. C'est pas la faute de la pandémie, c'est pas la faute de Donald Trump, ce n'est pas la faute du fédéral non plus. On apprend aujourd'hui qu'un mois avant le déploiement de ce fiasco SACLIC, les voyants rouges s'allumaient partout. Voici ce qu'une source impliquée dans la préparation du projet a révélé, je cite, « On voit que sur plusieurs aspects, il n'était pas prêt. Dans une entreprise privée, on ne serait jamais allé de l'avant. Ils ont été avertis des vulnérabilités et des problèmes et pourtant ils ont procédé. Le responsable de ce fiasco, c'est donc le ministre de la cybersécurité. C'est lui qui avait la responsabilité ministérielle de s'informer, d'agir, de surveiller ce qui se passe. Mais le responsable, c'est aussi le premier ministre qui l'a laissé aller et qui le laisse toujours aller sans rendre des comptes. Donc, ma question, est-ce que le premier ministre va faire comme sa ministre des Transports et convoquer les responsables de ce fiasco-là dès cet après-midi et au premier chef son ministre de la cybersécurité, ou est-ce qu'il va continuer à l'envoyer en porte-à-porte dans Terrebonne comme si de rien n'était? La réponse du premier ministre. On ne chicanera pas avec le Bloc pour ce qui se passe dans Terrebonne. Madame la Présidente, d'abord, d'être capable de se brancher avec une identification numérique, ça aurait dû être fait depuis très longtemps. Et chaque gouvernement qui est arrivé a retardé ce projet-là parce que c'est complexe. Ce qu'on n'a pas fait. Malheureusement, la façon dont ça a été mis en place, c'était inacceptable, puis on l'a déjà dit. Qu'est-ce qu'on a fait? On a remplacé le président de la SAAC. On vient de remplacer le président du conseil d'administration de la SAAC. On est en train de revoir les façons de travailler à la SAAC. Mais, Madame la Présidente, c'est important de faire ce virage numérique qui aurait dû être fait par les gouvernements du Parti libéral, par les gouvernements du Parti québécois. Ça n'a pas de bon sens qu'à chaque fois qu'un citoyen veut s'inscrire, on est obligé de recommencer à zéro notre inscription. Il devrait avoir une façon de travailler qui est numérique. Donc, Madame la Présidente, il y aura dans les prochains jours
un rapport de la vérificatrice générale qui sera déposé, qui nous aidera à continuer à prendre les mesures qui sont nécessaires, mais on va continuer à s'assurer qu'il y ait en place ce virage numérique. Première complémentaire. Madame la présidente, SACLIC, c'est un fiasco. Je vous cite ce qu'une autre source spécialisée en cybersécurité, qui n'est pas autorisée à parler publiquement, a révélé. Ouvrez les guillemets, ils ont fait un pile ou face. Le résultat parle de lui-même. Et la même source souligne que les tests d'intrusion n'étaient pas complètement réalisés. Il y avait des vulnérabilités importantes. Donc, je répète ma question. Est-ce que le premier ministre va lui-même convoquer les responsables de ce fiasco, dont son propre ministre de la cybersécurité? La réponse du premier ministre. Bien, Madame la présidente, le chef du troisième groupe d'opposition a manqué une bonne game. Il dit, est-ce que vous allez convoquer le président? On a changé le président. Est-ce que vous allez convoquer le conseil d'administration? On a changé le président du conseil d'administration. Donc, Madame la présidente, on n'a pas attendu que le chef du troisième groupe d'opposition, tout à coup, se lève et dit, oh, il faudrait faire des changements à la SAAC. Ça fait longtemps que c'est en marche, Madame la présidente, mais contrairement au gouvernement du Parti québécois, on n'a pas joué à pile ou face, puis on ne s'est pas dit « Ah, c'est trop compliqué, reportons le virage numérique ». Nous, on va le faire. Deuxième complémentaire. Un classique ici, Madame la présidente. Donc, on a de la difficulté avec le concept de responsabilité ministérielle. C'est la faute de tout le monde, sauf de la CAQ. Donc, je réitère qu'il y a des dizaines et des dizaines de tâches qui n'étaient pas terminées. Il y a un ministre qui n'a pas supervisé et qui n'a pas fait son travail. Est-ce que le premier ministre peut reconnaître l'échec de son gouvernement et prendre ses responsabilités à titre de gouvernement, la responsabilité ministérielle? La réponse du premier ministre. Bien, Madame la présidente, il y a des sociétés d'État, l'Auto-Québec, Hydro-Québec, il y a beaucoup de sociétés d'État. Et quand on n'est pas satisfait du travail d'un président d'une société d'État, d'abord, c'est le conseil d'administration qui doit prendre des décisions. Nous, on a pris nos responsabilités, on a changé le président du conseil d'administration, puis on a changé le PDG de la SAAC. Je pense qu'on a mis nos culottes, on a agi, contrairement à ce que faisait le Parti québécois. Je reconnais maintenant le député de Saint-Henri-Sainte-Anne. Madame la présidente, il y a quelques jours, la coroner Gamache, rendant son rapport sur le décès dramatique du jeune Mathis Boivin, 15 ans, dénonçait l'absence de mesures de sensibilisation et de prévention des surdoses dans l'ensemble du Québec. Mathis n'est malheureusement pas un cas unique. De janvier à septembre 2024, il y a à peu près 500 décès liés à une surdose au Québec. Ça, c'est 2 personnes qui meurent chaque jour et c'est une augmentation de 33 % en un an. C'est désastreux et c'est inquiétant. Mais pendant ce temps-là, en raison de l'austérité et de la mauvaise gestion de la CAQ, les principaux organismes qui travaillent à sauver des vies sont dans l'obligation d'arrêter leurs services faute de recevoir le financement qui leur avait été promis. Des formations, des ateliers sur la prévention, des analyses de substances, tout écope. Au plus fort de la crise, le Québec perd des services en prévention, Madame la présidente. Le ministre peut-il s'engager en cette Chambre à débloquer les fonds immédiatement? La réponse du ministre responsable des services sociaux. Bien, merci, Madame la présidente. Je remercie le député de Saint-Henri-Sainte-Anne pour sa question, qui commence par la triste histoire du jeune Mathis. Puis ça donne bien, la semaine dernière, le père de Mathis nous a effectivement contactés pour nous remercier de la campagne publicitaire qui est en cours actuellement, de sensibilisation sur les surdoses. Hein. Ici, on a souvent tendance à stigmatiser les surdoses avec les personnes en itinérance, mais on oublie que la plupart des gens qui décèdent de surdose sont des gens qui ont un emploi, puis qui travaillent et qui ont un domicile, et qui malheureusement meurent à domicile. Puis je pense que la campagne publicitaire qui est en cours actuellement capture très bien ceci, Madame la présidente. Deuxième partie de la question, c'est des inquiétudes à propos du financement des organismes communautaires. Je suis très surpris également de celle-ci. C'est sûr qu'on travaille pour que les sommes se rendent sur le terrain. Là, c'est notre travail quotidien. Mais il faut également mentionner qu'on a déployé une mesure PODS, qui est un investissement avec le fédéral, qui pendant des années, sous les anciens gouvernements, s'est vraiment limité seulement à l'aspect recherche et institutionnel. Mais moi, j'ai travaillé pour que l'argent aille dans nos organismes communautaires et je pourrais vous faire une liste des projets qui sont en train de se déployer à travers le Québec, Madame la présidente. Première complémentaire.
Madame la Présidente, article du Devoir aujourd'hui, les 4 groupements d'organismes ont écrit au gouvernement. Les fonds sont promis. Ce n'est pas une question de financement des organismes communautaires. C'est une promesse qui a été délivrée. Il y a des programmes qui n'auront pas lieu. Les coupes ont commencé. Il y a des gens là, ce matin qui ont reçu des appels. Ne rentrez pas, les postes sont coupés. On est au plus fort de la crise des surdoses. Les programmes devaient avoir lieu. Les ateliers de formation devaient avoir lieu. Est-ce que oui ou non, le gouvernement va débloquer les sommes? La réponse du ministre. Madame la Présidente, les sommes ont été allouées. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui s'en suppose. Mais clairement, les sommes vont être distribuées aux organismes qui ont des programmes en place, Madame la Présidente. Comme je vous dis, nous, au contraire, on est en train d'innover, de déployer des nouveaux programmes pour s'assurer qu'on passe d'un statut où on faisait de la recherche sur les surdoses, sur les conséquences des surdoses, à des programmes où on est en train d'intervenir sur le terrain, Madame la Présidente. Puis je parle à tous les organismes pour m'assurer qu'on développe une trajectoire, une stratégie pour lutter contre la toxicomanie et les surdoses. Trop souvent encore, nos gens vont aux urgences et se retrouvent à la rue par la suite. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils soient pris en charge par notre réseau de santé et communautaire pour s'assurer du meilleur suivi. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, le ministre nous dit que l'argent s'en vient. Ça va venir. Mais ça fait des mois, là. Ça va faire des années qu'on leur dit ça, Madame la Présidente. Et maintenant, on est rendu à des formations qui sont annulées, à des postes qui sont coupés. Madame la Présidente, je vous rappelle qu'il y a 2 décès par jour de surdose au Québec. Voici ma question au ministre. Ça va en prendre combien encore des jours pour qu'on débloque les fonds? La réponse du ministre. Madame la Présidente, nous, on continue à travailler avec tous nos organismes communautaires et avec tout le réseau pour améliorer les services pour les surdoses et sur la toxicomanie, Madame la Présidente. Comme je vous dis, c'est la première fois qu'on a investi des sommes du fédéral dans nos organismes communautaires à travers le Québec. C'est la première fois qu'on est en train de développer une stratégie nationale pour la prise en charge des surdoses et de la toxicomanie, Madame la Présidente. On est en train de faire de la sensibilisation dans les écoles. On a un programme dans les écoles. On est en train de faire la sensibilisation populationnelle avec une campagne médiatique du jamais vu, Madame la Présidente. Encore une fois, nous, on prend en considération tous ces enjeux-là et on travaille pour la population du Québec. Merci, Madame la Présidente. En question principale, je reconnais maintenant le député de Marquette. Madame la Présidente, suite au match Canada-États-Unis à la Coupe des 4 Nations, je cite le premier ministre. « Je ne suis pas contre les batailles, mais quand on veut se venger d'un coup vicieux, ça peut être une bonne idée. » Est-ce que le premier ministre est conscient du message qu'il envoie à notre jeunesse du Québec? C'est irresponsable, Monsieur le Premier ministre. Je suis debout. Silence, je vous prie. Je reconnais maintenant la ministre responsable des Sports, du plein air et du loisir. Merci, Madame la Présidente. Bien, très heureuse d'avoir eu une question en lien avec les bagarres. On se souvient à quel point j'ai travaillé de pied ferme pour faire en sorte que, justement, les bagarres dans la Ligue junior majeure, Ligue junior maritime du Québec soient bannies. On a vu que bien, ça a finalement porté fruit parce que le règlement est rentré en vigueur. Donc, très satisfaite et très satisfaite aussi du soutien à la fois du premier ministre, mais aussi de tous mes collègues dans ce dossier-là pour faire en sorte justement que les bagarres ne fassent pas partie du quotidien de ces jeunes joueurs, pour la plupart d'âge mineur. Alors, encore une fois, très satisfaite de ce dossier-là. Puis, j'en profite parce que je trouve ça intéressant que le député de Marquette nous pose des questions comme celle-là, parce que je l'ai vu s'offusquer aussi de toute la situation de l'ammoniac et tout ça. Donc, je pense qu'une des personnes qui a le plus de crédibilité ici pour parler du hockey puis comment on peut avoir une influence positive, bien, c'est le député de Marquette, parce que c'est un ancien joueur de hockey. Donc, je l'invite à dire à ses collègues, amis, joueurs de hockey, bien, vous avez un rôle à jouer. Vous avez un rôle d'influenceur auprès des jeunes. Je les invite aussi à parler aux parents, de dire, vous n'avez pas besoin d'un bâton de 400$ pour jouer au hockey. Vous pouvez avoir un bâton, tout simplement, chez Canadien. C'est trop bruyant. Il reste... Silence. Article 32, décorum. Il reste des secondes à votre période de questions et en question principale. Je reconnais le chef de l'opposition officielle. Là, Madame la Présidente, le sujet est excessivement sérieux. Puis moi, comme père de famille, puis le premier ministre trouve ça drôle. Le premier ministre trouve ça drôle.
On parle des batailles, des bagarres, des gars qui se donnent des coups de poing dans la face parce qu'ils sont sur la patinoire. 2 gars qui se donneraient des coups de poing sur la face dans la rue, Madame la Présidente, qui finiraient en prison. Ils iraient au poste de police, finiraient en prison. La société a évolué. La société a évolué, Madame la Présidente. Et on vient d'entendre la ministre responsable des Sports. Elle l'a clairement dit. Elle est contre ça. Elle est contre ça, les batailles dans le hockey. Elle vient de dire, à raison, il faut prêcher par l'exemple. Il faut envoyer les bons signaux. Qu'a fait le premier ministre? Qu'a fait le premier ministre? Je vous cite, Madame je le cite. « Je ne suis pas contre les batailles, mais quand on veut se venger d'un coup vicieux, ça peut être une bonne idée. » Fin de la citation. Quand le premier ministre dit ça, Madame la Présidente, c'est pas anodin. Quand le premier ministre, qui est une personne que les jeunes, que la population regarde, pour avoir, entre autres, des lignes de comportement, quand il envoie ce message-là, que se battre au hockey, c'est une bonne idée, d'excite le premier ministre. C'est 1 minute 30, Madame la Présidente. Merci beaucoup. Oui. Quand le premier ministre dit ça, il envoie le mauvais message. Il ne peut pas rire. Moi, comme père de famille, là, Madame la Présidente, je m'attends à ce que le premier ministre se lève. Et, contrairement à ce qu'il a dit, qu'il le dise clairement, comme sa ministre, qu'il a un rôle à jouer, les batailles au hockey, c'est non. Bravo. La réponse du premier ministre. Oui. Madame la Présidente, je pense qu'il faut faire la différence entre les batailles chez les jeunes. Chez les jeunes, où il y a parfois des gars qui ont la taille du député de Marquette, puis d'autres qui sont tout petits. Donc, il faut être prudent chez les jeunes. Maintenant, il y a des pour et des contre dans la Ligue nationale. Il y a beaucoup de spécialistes qui disent s'il n'y avait pas de bataille, il y aurait beaucoup de coups vicieux. Mais une chose qui est certaine, ce qui est arrivé samedi soir avec les 2 frères Tkachuk, où il n'y avait pas eu de coup vicieux puisque la partie n'était pas commencée, bien, Madame la Présidente, je pense que ça n'a pas sa place, qu'on a vu avec les 2 frères Tkachuk, comme ça n'avait pas sa place, le rôle que jouait le député de Marquette quand il jouait au hockey. Voilà. Cela met fin à la période de questions et de réponses orales.